La réponse est arrivée le 7 mai, à 22 H0, 2 heures iraniennes. Et elle n'est pas passée par des intermédiaires pakistanais. Elle n'est pas passée par une publication sur Truth Social. Elle n'est pas passée par un mémorandum cadre, ni par une fenêtre diplomatique de 48 heures, ni par un accord en 14 points en attente de signature à Genève. Elle est venue du ciel au-dessus de Bandar Abbas, plusieurs explosions coup sur coup depuis le bord de mer, des témoins sur place décrivent des détonations en séquence l'une après l'autre. La signature acoustique précise d'un ensemble de frappes coordonnées touchant une zone portuaire avec plusieurs armes simultanément, 3 explosions en direction de Sirik, dans la province d'Hormozgan. Les images montrant les systèmes antiaériens iraniens illuminer le ciel nocturne au-dessus de Téhéran, dans les vidéos qui ont filtré par des connexions satellites. Le régime exécute ses propres citoyens pour avoir utilisé des tirs antiaériens visibles à travers la capitale. Des avions de chasse décollent au-dessus de Kerman. Et simultanément, depuis le détroit lui-même, des rapports font état de missiles anti-navires iraniens lancés contre des navires de guerre américains, contre des destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke opérant dans les eaux où 6 vedettes rapides iraniennes ont sombré il y a moins d'une semaine. La guerre est relancée, pas comme une menace, pas comme une déclaration conditionnelle, avec une parenthèse reconnaissant l'incertitude de la conformité iranienne. Pas comme une date limite de cadre diplomatique, ni comme une fenêtre de 48 heures, ni comme une demande transmise par médiation pakistanaise. La guerre a repris ce soir avec des bombes sur l'île de Keshem, des bombes sur Bandar Abbas, des avions ravitailleurs américains visibles sur les plateformes de suivi au-dessus des Émirats arabes unis. Maintenant, les orbites qui gardent les avions de frappe engagés dans des opérations prolongées. Et l'Iran tirant des missiles antinavires contre les navires de guerre qui défendent le blocus en place depuis le début de ce conflit. Jennifer Griffin, citant des sources au sein de l'établissement militaire américain, a confirmé les frappes. L'armée américaine a mené des bombardements massifs contre le port iranien de Keshem et Bandar Abbas. Jennifer Griffin ne rapporte pas ce type de nouvelles sans des sources suffisamment solides pour rendre l'information crédible avant la confirmation officielle. Quand Griffin dit que les bombes tombent, la question à laquelle 33 jours de négociations de cessez-le-feu n'ont pas réussi à répondre vient de recevoir une réponse cinétique. Quand la guerre est-elle relancée? Quand le cadre échoue? Quand les 48 heures expirent sans la concession matérielle que la partie américaine avait définie comme non négociable? Quand le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, annonce publiquement que la possibilité d'un accord est très éloignée de la réalité, et que le ministère iranien des Affaires étrangères annonce publiquement que Téhéran ne négociera pas sur son programme nucléaire à ce stade. Quand ces annonces sont faites, pendant que le renseignement américain rapporte simultanément que l'Iran a utilisé chaque jour de la période de cessez-le-feu pour reconstituer les capacités militaires que la première phase de la campagne avait dégradées. Quand toutes ces conditions convergent le même soir, la réponse à la question de savoir quand la guerre reprend est ce soir. Pour comprendre pourquoi ce soir précisément, pourquoi ces cibles précises, pourquoi ce moment précis du calendrier diplomatique a produit la décision de frapper plutôt qu'un geste diplomatique supplémentaire, il faut lire l'évaluation divulguée de la CIA qui s'est retrouvée dans les reportages quelques heures avant le début des frappes. Parce que ce document est le fondement opérationnel de la décision et son contenu est beaucoup plus alarmant que ce que le récit officiel sur la dégradation militaire iranienne a reconnu publiquement. Les forces iraniennes conserveraient environ 75% de leurs inventaires d'avant-guerre de lanceurs mobiles de missiles. 75%. Les lanceurs mobiles ne sont pas les missiles eux-mêmes. Ce sont les plateformes qui rendent les missiles opérationnellement menaçant. Un missile dans un bunker de montagne est un problème de stockage. Un missile sur un véhicule transporteur, érecteur lanceur mobile, qui peut être conduit vers une position de tir, levé, orienté et tiré dans un délai mesuré en minutes, est un système d'armes. Le lanceur est ce qui transforme l'inventaire en menace et, selon des responsables du renseignement américain parlant sous couvert d'anonymat pour produire cette fuite,
L'Iran a conservé 75% de ses plateformes pendant la première phase de la campagne et pendant les 33 jours de cessez-le-feu qui ont suivi. 70% des stocks de missiles d'avant-guerre. L'évaluation affirme aussi que le régime a réussi à récupérer et à rouvrir presque toutes ses installations de stockage souterraines, à réparer certains missiles endommagés et même à assembler de nouveaux missiles qui étaient presque terminés lorsque la guerre a commencé. Les missiles qui étaient dans leurs dernières étapes d'assemblage lorsque les premières frappes ont eu lieu, des missiles qui n'étaient pas encore déployés et donc pas encore ciblés, ont été complétés pendant la période de cessez-le-feu. Les missiles qui ont été endommagés mais non détruits ont été évalués pour déterminer s'ils pouvaient être réparés. Et ceux qui pouvaient être récupérés ont été remis en état opérationnel. Les installations de stockage souterraines que les munitions pénétrantes de bunkers de la première phase ont frappées ou effondrées ont, dans les cas où les dommages n'étaient pas totaux, été récupérés et remis en service. La période de cessez-le-feu a été pour l'Iran une fenêtre de reconstitution, pas une fenêtre diplomatique, une fenêtre militaire. Pendant que les médiateurs pakistanais transportaient le langage cadre entre Islamabad et Washington, pendant que le mémorandum en 14 points était discuté, révisé, soumis, rejeté, puis soumis de nouveau, les ingénieurs en armement et les logisticiens du CGRI travaillaient pendant chaque heure opérationnelle du cessez-le-feu pour restaurer autant que possible la capacité militaire que la première phase avait dégradée dans les limites des ressources, de la main-d'œuvre et de l'infrastructure survivante disponible. L'évaluation de la CIA livre la conclusion opérationnelle la plus lourde de conséquences au sujet du calendrier économique du blocus. L'Iran peut résister à un blocus naval américain pendant 3 à 4 mois et possiblement plus longtemps. Pas 3 à 4 semaines. 3 à 4 mois. Le rapport estime que Téhéran conserve suffisamment de stocks de pétrole et de routes de contrebande alternatives pour éviter un effondrement économique immédiat. Ces routes de contrebande alternatives sont maintenues par les achats continus de pétrole par la Chine, à travers l'architecture de sanctions en Asie. Et le navire intercepté transportant des composants de missiles balistiques a révélé que cette architecture fonctionne toujours activement. Ces stocks de pétrole accumulés avant le conflit peuvent être puisés contre l'interdiction des exportations imposée par le blocus, avant l'arrêt de production que des réservoirs pleins et l'absence d'acheteurs finirait par exiger 3 à 4 mois. Le conflit en est maintenant à son premier mois. L'évaluation de la CIA dit que la stratégie d'attrition économique du blocus, si elle est exécutée seule, nécessite encore 2 à 3 mois pour atteindre le seuil de douleur économique aiguë capable de briser la résistance institutionnelle. Pendant ces 2 à 3 mois, au rythme de reconstitution documenté par l'évaluation, l'inventaire iranien de lanceurs mobiles et le stock de missiles continueront d'être entretenus, réparés et potentiellement élargis à partir de la chaîne d'assemblage qui était presque complète lorsque la guerre a commencé. Voilà la logique stratégique qui rend la décision de frapper ce soir compréhensible plutôt que prématurée. Chaque semaine supplémentaire de pression par blocus sans action cinétique est une semaine pendant laquelle la reconstitution se poursuit à un rythme que la pression économique du blocus ne peut pas arrêter. Le blocus interrompt les revenus d'exportation pétrolière. Il n'empêche pas l'assemblage d'armes par du personnel déjà employé, déjà au travail, qui complète des missiles presque terminés plutôt que d'en construire de nouveaux à partir de matières premières. La pression économique est réelle et elle monte. L'assemblage des armes est aussi réel et il avance. La question à laquelle la décision de frapper a été forcée de répondre est de savoir si laisser la reconstitution se poursuivre pendant encore 2 à 3 mois de pression par blocus produirait un meilleur résultat stratégique que frapper maintenant les cibles reconstituées avant que l'inventaire ne grossisse davantage. La réponse fournie par la décision de frapper est non. La reconnaissance des installations de stockage souterraines, que l'évaluation de la CIA dit presque entièrement récupérées, fournit la liste des cibles. Les 75% de lanceurs mobiles qui ont survécu ou ont été restaurés fournissent la catégorie de cibles prioritaires. Les missiles assemblés ou presque assemblés ajoutés à l'inventaire pendant le cessez-le-feu fournissent l'urgence. Frapper maintenant avant que l'inventaire ne grossisse. Frapper maintenant avant que les installations de stockage reconstituées ne soient dispersées vers d'autres positions cachées.
frappèrent maintenant avant que les lanceurs mobiles ne complètent leur repositionnement vers des emplacements dispersés qui les rendront plus difficiles à trouver dans une semaine qu'ils ne le sont ce soir. L'île de Keshem est l'endroit où cette logique atterrit avec ses premières munitions. L'île se trouve dans le détroit d'Ormuz. Sa position géographique en fait à la fois l'un des morceaux de territoire iranien les plus stratégiquement importants et l'une des cibles les plus opérationnellement importantes de toute campagne, visant à réduire la capacité de frappe maritime du CGRI. Depuis Keshem, le CGRI peut projeter des opérations de vedettes rapides, des lancements de drones et des engagements de missiles anti-navires contre des navires transitant par le détroit sans le fardeau logistique d'opérer depuis le littoral continental iranien. L'île est une position avancée pour exactement les catégories de harcèlement maritime que le CGRI mène depuis toute la période du cessez-le-feu. Elle est aussi, selon les reportages, l'un des endroits où le stockage de missiles reconstitué et le positionnement des lanceurs se sont concentrés pendant la fenêtre de reconstitution militaire du cessez-le-feu. Bandar Abbas est le centre opérationnel de la puissance navale iranienne dans le Golfe, le port par lequel la logistique navale du CGRI est coordonnée, la ville adjacente aux installations de défense côtière qui fournissent la couverture de missiles antinavires terrestres des approches d'Ormuz. C'est un centre d'infrastructure dont la destruction dégrade non seulement les systèmes d'armes précis qui s'y trouvent, mais toute l'architecture de commandement, de contrôle, de logistique et de maintenance qui rend les opérations maritimes du CGRI dans le détroit fonctionnellement soutenables. Frappèrent Keshem et Bandar Abbas simultanément n'est pas la dégradation sélective d'un système de menace précis. C'est la frappe d'ouverture d'une campagne conçue pour démanteler l'architecture opérationnelle maritime du CGRI à son niveau structurel. Plusieurs explosions coup sur coup, c'est la signature opérationnelle de cette conception. Une seule bombe sur une seule cible est une frappe chirurgicale contre une seule capacité. Plusieurs explosions coup sur coup dans une zone portuaire signifient que plusieurs cibles dans le même regroupement géographique sont frappées en séquence rapide avant que la réponse défensive iranienne puisse pleinement s'activer. Les intervalles de 10 et 30 secondes entre les détonations décrites par les témoins sont les intervalles entre les munitions dans une séquence de frappe préprogrammée, un minutage intégré au plan d'attaque pour maximiser le nombre de cibles touchées avant que les systèmes de défense aérienne iraniens identifient la géométrie de l'attaque et commencent à engager les avions de frappe. Les témoins rapportent aussi avoir vu des missiles lancés depuis des positions iraniennes avec une lumière visible dans le délai avant qu'ils se dirigent vers la mer. C'est la signature visuelle de la réponse iranienne par missile anti-navire aux frappes. Le CGRI n'a pas attendu que le paquet de frappes soit terminé avant de tirer. Il a tiré en temps réel pendant la frappe contre les moyens navals américains qu'il évaluait comme les plateformes de lancement ou comme la présence navale de surface soutenant les attaques qu'il subissait. Des destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke dans le détroit d'Ormuz ont été ciblés. Des reportages israéliens ont spécifiquement décrit l'engagement de 2 destroyers américains. Ces destroyers avaient participé à l'interdiction de pétroliers iraniens dans les heures précédant le début des frappes. La séquence est claire, interdiction américaine de pétroliers, frappe aérienne américaine sur Keshem et Bandar Abbas, puis missiles antinavires iraniens tirés contre des destroyers américains. Elle reflète la doctrine opérationnelle du CGRI, répondre à chaque action cinétique américaine par une contraction immédiate contre la cible militaire américaine disponible la plus proche et établir le modèle d'escalade réciproque que sa théorie stratégique exige pour démontrer que l'action militaire américaine entraîne des coûts que l'opinion publique et le leadership politique américain finiront par trouver intolérables. Le système de combat Aegis sur chaque destroyer de classe Arleigh Burke est l'architecture défensive précise qui déterminera si les lancements de missiles antinavires de ce soir atteignent leur cible prévue ou sont interceptés dans la géométrie d'engagement que le réseau intégré de défense aérienne et antimissiles Aegis a été conçu pour dominer. Le système suit plus de 100 cibles simultanément. Il attribue des solutions d'interception avant que les missiles atteignent l'altitude de croisière.
Il fonctionne sans autorisation humaine au moment de l'engagement pour les catégories de menaces où la fenêtre d'engagement se mesure en secondes plutôt qu'en minutes. Les missiles SM-6 et SM-2 qu'Aegis Aegis tirent contre les missiles antinavires entrants sont spécifiquement conçus pour la géométrie d'engagement en phase terminale que crée la doctrine antinavire du CGRI. La question de savoir si ces systèmes fonctionnent ce soir comme prévu est celle que tous ceux qui comprennent les enjeux attendent avec la crainte précise des gens qui savent qu'aucun système défensif n'atteint un taux d'interception de 100% contre toutes les configurations d'attaque possibles et que le CGRI a eu 33 jours de cessez-le-feu pour analyser les modèles d'engagement des opérations défensives américaines précédentes et ajuster ses paramètres d'attaque en conséquence. Le décollage d'urgence de l'armée de l'air iranienne est le développement qui produit le tableau opérationnel le plus complexe de la nuit. Des MiG, d'E-9 et des F-4 Fantôme. Ce ne sont pas les avions qui défient l'aviation américaine de 5e génération dans une analyse d'engagement conventionnelle symétrique. Le F-4 Fantôme est une conception des années 1950 que l'armée de l'air iranienne exploite depuis avant la Révolution, sans l'accès aux pièces de rechange américaines que sa conception originale supposait, sans l'infrastructure de maintenance nécessaire pour maintenir une avionique de génération tardive en état opérationnel, et sans la filière de formation de pilotes capable de produire des aviateurs prêts au combat au rythme qu'exige une campagne aérienne soutenue. Le MiG d'E-9 est une plateforme plus capable, mais dont les limites opérationnelles dans l'environnement actuel sont définies par les mêmes contraintes de maintenance et de formation des pilotes. La question de savoir pourquoi il décolle dans cet espace aérien exige un examen honnête du tableau opérationnel. La doctrine de l'armée de l'air iranienne n'appelle pas à des missions suicidaires. Elle appelle à la dissuasion, à la démonstration d'une capacité suffisante pour imposer à un adversaire des coûts que celui-ci doit intégrer dans sa planification opérationnelle. Ce décollage peut viser à forcer les avions de frappe américains à diviser leur attention entre les frappes sur Keshmén et Bandar Abbas et les exigences d'autodéfense liées à l'engagement ou à l'évitement des chasseurs iraniens. Il peut viser à générer les émissions radar et le trafic de communication qui fournissent au système de renseignement iranien au sol des informations sur la composition et la géométrie d'approche des paquets de frappe américains. Il peut être la réponse institutionnelle instinctive d'une armée de l'air qui a vu son pays bombardé et qui a calculé que le coût institutionnel de ne pas répondre est plus élevé que le coût opérationnel de voler dans l'environnement électromagnétique que les EA, un 8G Growler, sont en train de gérer. Ce que ce n'est pas, c'est un engagement militaire symétrique entre forces équivalentes. Les EA, un 8G Growler qui assure le soutien de guerre électronique au paquet de frappe, opèrent dans le spectre où fonctionne le radar du MiG d'E-9. Les 22 Raptor qui fournissent le parapluie de patrouille aérienne de combat aux avions de frappe ne sont pas visibles pour les systèmes radars que portent le MiG d'E-9 et le F-4. La géométrie d'engagement, si des engagements ont lieu, est entièrement définie par l'avantage de capteurs du côté américain et par le courage opérationnel du côté iranien. Une combinaison qui ne produit pas de résultats favorables aux appareils iraniens. Les traces des cassés, un 3-5 Stratotanker visible dans l'espace aérien des Émirats Arabes Unis, dans les données de vol accessibles au public que l'armée américaine n'a pas supprimées sur les routes des ravitailleurs, contrairement aux avions de frappe dont les transpondeurs restent éteints, sont l'indice opérationnel qui révèle la véritable ampleur et la durée de la nuit d'ouverture de la deuxième phase. Des avions ravitailleurs en orbite signifient que les avions de frappe ne font pas de passage unique. Ils circulent dans la zone cible, larguent leurs munitions, retournent vers le ravitailleur, ravitaillent, puis reviennent vers la zone cible. Les ravitailleurs sont l'infrastructure logistique qui transforme un seul paquet de frappe en campagne de bombardement soutenue. Leur présence dans l'espace aérien des Émirats Arabes Unis ce soir signifie que la campagne n'est pas conçue pour s'arrêter lorsque les munitions de la première vague sont épuisées.
Elle est conçue pour se poursuivre jusqu'à ce que l'ensemble des cibles ait été traité au niveau de dégradation requis par les objectifs opérationnels de la deuxième phase. La réouverture de l'accès aux bases américaines par l'Arabie Saoudite et le Koweït modifie la géométrie opérationnelle du paquet de frappe d'une manière que les limites de la première phase ne permettaient pas. Pendant la première phase d'Epic Fury, les avions de frappe américains opéraient principalement depuis les ponts de porte-avions en mer d'Arabie et depuis la base aérienne d'Al-Dafra. Aux Émirats arabes unis, deux options qui exigent un ravitaillement aérien important pour atteindre les ensembles de cibles iraniennes à l'intérieur du pays et sur la côte du Golfe. L'accès aux bases saoudiennes élimine cette contrainte de portée pour les cibles du complexe iranien méridional et sud-ouest. Les avions opérant depuis des bases saoudiennes peuvent atteindre Bandar Abbas, l'île de Keshmé et les installations de défense côtière de la province d'Hormozgan sans la dépendance prolongée aux ravitailleurs qu'exigent les opérations depuis les ponts de porte-avions et les bases des Émirats arabes unis. Des bases plus proches signifient des taux de sortie plus élevés. Des taux de sortie plus élevés signifient plus de munitions sur plus de cibles par heure de campagne. La réouverture des bases saoudiennes est un multiplicateur de force important pour la deuxième phase que la première phase n'avait pas disponible à la même échelle. Les restrictions introduites par les États du Golfe pendant la période de pause, l'hésitation sur l'accès américain aux bases que l'Arabie Saoudite et le Koweït avaient imposées après une inquiétude croissante selon laquelle une riposte iranienne contre les bases pourrait ne pas être suffisamment défendue, ont été renversés après que l'expérience du cessez-le-feu a démontré que la retenue iranienne envers les partenaires du Golfe n'est pas une conséquence de la retenue des partenaires du Golfe envers l'armée américaine. L'Iran a frappé le terminal pétrolier des Émirats arabes unis pendant la période de cessez-le-feu. L'Iran a tiré sur la navigation commerciale pendant la période de cessez-le-feu. L'Iran a fourni des composants de missiles balistiques à son armée pendant la période de cessez-le-feu. Le calcul précis des partenaires du Golfe, selon lequel une désescalade envers l'Iran produirait une désescalade iranienne en retour, a été démenti par le comportement iranien à chaque période où la pression militaire américaine a été réduite. L'Arabie Saoudite et le Koweït ont mis à jour leur évaluation de la menace en conséquence. La conclusion de cette évaluation est que l'hostilité iranienne envers les partenaires du Golfe existe indépendamment du soutien de ces partenaires aux opérations militaires américaines, et donc le coût de restreindre l'accès américain aux bases, c'est-à-dire le coût d'une capacité de protection américaine réduite dans la région, n'est compensé par aucune réduction de l'hostilité iranienne produite par cette restriction d'accès aux bases. La réouverture des bases est le résultat logique de cette évaluation appliquée à la situation stratégique telle qu'elle s'est développée. L'annonce du CGRI selon laquelle la possibilité d'atteindre un accord avec les États-Unis est très éloignée de la réalité et la communication qui rend le calendrier de la deuxième phase compréhensible comme une décision prise en pleine conscience de ses conséquences diplomatiques. Ce n'était pas une déclaration publiée dans le brouillard des négociations cadres du cessez-le-feu. C'était une position institutionnelle publique annoncé par la structure de commandement militaire qui a effectivement déplacé le gouvernement civil du processus décisionnel en politique étrangère. Elle a été annoncée clairement dans un langage ne laissant aucune ambiguïté interprétative à un moment où les négociateurs américains du cadre, par médiation pakistanaise, attendaient la réponse de 48 heures qui devait déterminer si la voie diplomatique demeurait viable. La déclaration du CGRI a fermé la voie diplomatique du côté iranien. Les frappes de la deuxième phase ont ouvert la voie militaire du côté américain. Ces deux événements ne se sont pas produits simultanément par hasard. La déclaration et les frappes sont les étapes consécutives d'une séquence que l'annonce du CGRI a déclenchée et que la réponse militaire américaine a exécutée dans la fenêtre créée par ce déclencheur annoncé. La déclaration parallèle du ministère iranien des Affaires étrangères, selon laquelle Téhéran ne négociera pas sur son programme nucléaire à ce stade, ajoute la formule qui révèle la théorie institutionnelle précise derrière la décision de refuser l'accord à ce stade. Pas catégoriquement jamais, pas sous aucune condition.
à ce stade. Cette formulation préserve la possibilité abstraite d'une négociation future, tout en refusant la négociation immédiate que le cadre américain exige. C'est le langage diplomatique d'une institution qui croit que la pression militaire actuelle est survivable, que la prochaine étape sera caractérisée par des conditions différentes de l'étape actuelle, et qu'endurer la pression militaire actuelle produira une étape future dans laquelle la position de négociation sera plus favorable. La conclusion de l'évaluation de la CIA, selon laquelle l'Iran peut résister au blocus pendant 3 à 4 mois, est le renseignement précis qui sous-tend le calcul du « à ce stade ». Si les dirigeants iraniens croient disposer de 3 à 4 mois de coussin économique avant que la douleur aiguë arrive, et s'ils croient que 3 à 4 mois de pression militaire continue sont survivables, le calcul institutionnel rationnel est de refuser l'accord actuel et d'attendre les conditions qui en produiront un meilleur. Le CGRI voit à ce stade comme une déclaration de calendrier. Il dit « pas maintenant, pas au rapport de pression actuel, revenez dans 3 à 4 mois quand les conditions seront différentes ». La fonction de la deuxième phase est de falsifier la théorie du « à ce stade » en rendant l'étape actuelle insoutenable plutôt que survivable. Si la deuxième phase de frappe dégrade l'inventaire de lanceurs, reconstituer plus vite que 3 mois d'assemblage continu peuvent le reconstruire. Si l'accès aux bases saoudiennes augmente le taux de sortie au point où les installations de stockage souterraines qui ont survécu à la première phase peuvent être traitées avec les munitions pénétrantes de bunker qui exigent plusieurs passages contre des cibles durcies, si la mission de protection navale reprise pour la navigation commerciale et l'application continue du blocus produisent une pression économique plus rapidement que les routes de contrebande alternatives peuvent la compenser, alors le calcul du à ce stade est faux et l'étape change selon un calendrier que le CGRI n'a pas correctement modélisé. Le risque précis que l'évaluation de la CIA introduit dans ce calcul est l'estimation de résistance au blocus de 3 à 4 mois. Si la pression économique exige réellement autant de temps pour produire une douleur institutionnelle aiguë, et si les opérations cinétiques de la deuxième phase sont insuffisantes pour forcer une décision, avant que les capacités de reconstitution du CGRI restaurent l'inventaire de lanceurs et de missiles à des niveaux qui rendent la campagne militaire plus coûteuse pour le côté américain, la théorie du « à ce stade » pourrait s'étendre au-delà de ce que le soutien politique intérieur américain à des opérations soutenues permet. C'est la théorie de l'adversaire pour gagner un conflit qui ne peut pas gagner sur le plan militaire. Ne pas vaincre la puissance militaire américaine, mais épuiser la volonté politique américaine. Tous les régimes autoritaires qui ont affronté une puissance conventionnelle américaine supérieure depuis le Vietnam ont utilisé cette théorie sous une forme ou une autre. La forme précise qu'emploie le CGRI est celle-ci: survivre à la campagne militaire assez longtemps, générer assez de coûts par des missiles antinavires, des attaques contre la navigation commerciale, des frappes contre des partenaires du Golfe et des décollages de chasseurs iraniens pour produire aux États-Unis une pression politique intérieure en faveur d'un accord qui préserverait davantage que ce que le cadre américain actuel exige. La formule « à ce stade » est l'expression publique de cette théorie. La fenêtre de résistance au blocus de 3 à 4 mois est le calendrier opérationnel que cette théorie exige. La nuit d'ouverture de la deuxième phase est la réponse américaine à cette théorie. Cette réponse dit « Le calendrier du « à ce stade » à partir duquel vous calculez n'existe pas parce que la deuxième phase n'est pas 3 ou 4 mois supplémentaires de pression par blocus. » C'est le bombardement de Keshme Bandar Abbas ce soir, puis de Keshme Bandar Abbas demain soir, ainsi que de l'inventaire de lanceurs iraniens et du stockage de missiles, au rythme que l'accès aux bases saoudiennes et les opérations depuis porte-avions combinées peuvent poursuivre contre la théorie du « à ce stade », non pas sur des mois, mais sur les jours et les semaines d'un tempo de campagne soutenu par les KC, un 3-5 en orbite au-dessus des Émirats Arabes Unis. Les tirs antiaériens au-dessus de Téhéran dans les images de ce soir sont la preuve visuelle d'une architecture défensive fonctionnant à un niveau de capacité qui suggère que le paquet de frappe s'est étendu à des cibles plus proches de la capitale que Keshme et Bandar Abbas seuls
l'exigerait. Les installations de défense aérienne du CGRI, reconstruites pendant le cessez-le-feu, dans le cadre du même effort de reconstitution qui a restauré 70% du stock de missiles, s'activent contre la deuxième phase américaine avec toute la couverture intégrée qu'elles ont pu restaurer après la dégradation systématique de la première phase. Les gardes qui regardent ces images par les canaux Starlink, que le régime ne peut pas entièrement supprimer, y verront l'architecture militaire du régime atteindre sa limite. Les tirs antiaériens qui couvrent le ciel de Téhéran dans les images sont visuellement impressionnants. C'est le signe d'un système qui brûle son inventaire d'intercepteurs, génère des émissions radar que les EA, un 8G Growler, catalogue pour des missions SEAD ultérieures, et ne produit pas les preuves d'abattage qui rendraient la performance défensive opérationnellement significative plutôt que simplement spectaculaire à l'image. Des chasseurs iraniens dans les airs au-dessus d'un paquet de frappes américain soutenu par des EA, un 8G Growler et des fins de Raptor. Voilà le scénario opérationnel précis dont les dirigeants de l'armée de l'air iranienne comprennent les calculs aussi bien que n'importe quel analyste externe. Le décollage est une décision institutionnelle prise sous la pression précise d'être bombardé au sol, ce qui produit l'instinct militaire précis de ne pas rester au sol pendant le bombardement, peu importe ce que les calculs d'engagement RR suggèrent sur l'issue. Le courage nécessaire pour faire voler des MiG de 9 et des F-4 Phantom dans l'environnement électromagnétique où opèrent ce soir les avions de guerre électroniques de la deuxième phase est réel. L'issue opérationnelle de ce courage est déterminée par les capacités des appareils, la formation des pilotes et les capteurs des EA, un 8G Growler qui cartographie chaque émission produite par ces avions. Ce que cette nuit a changé au-delà de l'engagement cinétique, c'est l'architecture stratégique de la prochaine phase du conflit. La réouverture de l'accès aux bases saoudiennes et koweïtiennes établit que la coalition des partenaires du Golfe a fait son calcul sur le côté de l'issue de ce conflit qui sert le plus directement ses intérêts, pas la neutralité. L'alignement précis d'États qui ont observé le comportement iranien pendant la période de cessez-le-feu, observer les frappes iraniennes sur le territoire des Émirats arabes unis, observer les attaques iraniennes contre la navigation commerciale, observer l'arrivée de composants de missiles balistiques iraniens par des chaînes d'approvisionnement chinoises, et conclut que le cadre qu'ils espéraient voir produire une retenue iranienne ne l'a pas produite et ne la produira pas. La mission de protection navale, qui reprend cette semaine, remet le Project Freedom Corridor en opération avec l'appui de base des partenaires du Golfe, ce qui rend son exécution plus soutenable. Les navires commerciaux de 87 pays encore coincés dans le Golfe Persique, les 22 000 marins qui manquent de ravitaillement, les cargaisons qui se détériorent depuis plus de 60 jours, disposent maintenant de la protection de corridors que fourniront les opérations maritimes de soutien de la deuxième phase, à partir d'une architecture de base plus favorable que celle dont bénéficiait le Project Freedom de première phase. L'annonce du CGRI, selon laquelle il a tiré sur des unités ennemies, les images d'un missile dans l'obscurité, les rapports d'affrontement sur l'eau dans le détroit, établissent que la réponse iranienne aux frappes d'ouverture de la deuxième phase n'est pas une absorption passive. L'institution qui annonçait que l'accord est très éloigné de la réalité tire son inventaire reconstitué de missiles contre des destroyers américains dans le détroit, la même nuit où les bombes de la deuxième phase tombent sur ces installations portuaires. C'est la dynamique d'escalade précise que les chiffres de l'évaluation de la CIA, 75% de rétention des lanceurs et 70% du stock de missiles rendent dangereuse. Une institution qui possède encore 75% de ses plateformes de lancement d'avant-guerre et 70% de ses missiles d'avant-guerre, prête à tirer sur des navires de guerre américains en réponse directe à des frappes américaines sur son territoire, dans l'environnement maritime confiné, où la géométrie d'interception du système de combat Aegis est la plus favorable aux défenseurs, mais où le volume et la diversité vectorielle de lancement simultanés créent le stress de saturation que le système a été conçu pour absorber, n'est pas une institution militairement vaincue. C'est une institution militairement dangereuse et institutionnellement engagée à démontrer ce danger à n'importe quel coût. Les destroyers dans le détroit ce soir, que leur système Aegis ait intercepté chaque missile antinavire entrant ou que certains soient passés,
sont les actifs américains précis dont le statut détermine les conséquences opérationnelles immédiates de la première nuit de la deuxième phase. Nous ne connaissons pas encore leur statut. Nous prions pour que les systèmes aient fonctionné comme prévu. Nous savons qu'ils ont été conçus exactement pour cet engagement. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la guerre est relancée. Les bombes sont tombées sur Keshem et Bandar Abbas à 22h02, heure iranienne, le 7 mai 2026. Les missiles antinavires ont quitté les côtes iraniennes en direction de navires de guerre américains dans le détroit, peu après. Les systèmes antiaériens ont illuminé le ciel au-dessus de Téhéran. Les MiG-29 et les 4 Phantom ont décollé dans un espace aérien que les avions américains de guerre électronique dominent. Les KC-135 ont maintenu leurs orbites au-dessus des Émirats arabes unis, assurant que les avions de frappe puissent revenir dans la zone cible. L'Arabie saoudite a ouvert ses bases. Le Koweït a ouvert son espace aérien. La mission de protection navale reprend cette semaine. Et à Bandar Abbas, dans la ville portuaire où des témoins ont rapporté plusieurs explosions coup sur coup depuis le bord de mer à 22h02, les décombres de la première nuit de la deuxième phase retombent sur l'infrastructure que le CGRI a utilisé 33 jours de cessez-le-feu à reconstituer à partir des dommages de la première phase. La théorie du « à ce stade » exigeait que cette étape dure 3 à 4 mois avant que les conditions changent. La deuxième phase est arrivée en 33 jours. Les conditions changent ce soir. Pas dans la direction calculée par le CGRI, dans la direction que les avions de frappe américains, volant depuis des bases saoudiennes et des ponts de porte-avions, soutenus par des avions de guerre électroniques, des ravitailleurs aériens et l'architecture complète de fusion de capteurs de la force militaire la plus capable de l'histoire humaine, détermine dans le langage précis que parlent les campagnes militaires lorsque la diplomatie a été formellement refusée. Les bombes qui tombent sur l'île de Keshem sont ce langage. Les missiles antinavires dans le détroit sont la réponse de l'Iran. Les systèmes Aegis sur les destroyers sont la grammaire qui détermine si cette réponse produit un effet ou devient un débris dans l'eau entre le point de lancement et la cible. Et à Téhéran, dans les bunkers où le guide suprême et ses hauts commandants changent leur routine, ne font confiance à personne et entendent les tirs antiaériens illuminer le ciel au-dessus d'eux. La théorie du « à ce stade » est mise à l'épreuve contre la réalité d'une deuxième phase arrivée avant que le coussin économique de 3 à 4 mois soit consommé. La question n'est pas de savoir si la théorie du CGRI peut survivre à ce test. La question est de savoir à quoi ressemble son échec. Et la réponse à cette question s'écrit en ce moment même dans l'obscurité au-dessus de Bandar Abbas, dans les eaux du détroit d'Ormuz, dans le spectre électromagnétique que les avions américains dominent sans contestation, et dans le silence précis d'une direction du CGRI qui a annoncé que l'accord était très éloigné de la réalité et qui expérimente maintenant ce à quoi ressemble la réalité lorsque l'armée américaine a décidé la même chose. La guerre est relancée. Et cette fois, elle ne commence pas là où la première phase s'est terminée, elle commence là où la reconstitution s'est arrêtée. Ce qui veut dire qu'elle commence contre une armée iranienne plus préparée que celle créée par le cessez-le-feu de la première phase, et qu'elle est exécutée avec des bases américaines plus capables, des taux de sortie plus élevés et une coalition de partenaires du Golfe qui a pris sa décision d'alignement en fonction du comportement iranien pendant le cessez-le-feu. Les bombes connaissent la différence. Elles tombent sur Keshem en ce moment. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.